Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Désaliénation, l'école citoyenne de la conscience critique portée par Itorero Burundi. Ce programme Désaliénation est un espace de réflexion, de questionnement et de lucidité consacré à l'analyse des mécanismes visibles et invisibles qui influencent nos consciences individuelles et collectives. Pour cette deuxième émission, le thème que nous allons aborder est le contentieux psychologique identitaire. Ce concept renvoie à l'ensemble des tensions, conflits et contradictions qui émergent lorsque l'identité d'un individu ou d'un groupe est fragilisée, niée, déformée ou imposée par des facteurs sociaux, historiques, culturels et psychologiques. Il se traduit par des crises de sens, des sentiments d'aliénation, de rejet ou de suradaptation et façonne durablement les comportements, les rapports sociaux et le vivre ensemble. Interroger ce contentieux, c'est ouvrir un champ de compréhension critique sur les enjeux de la conscience, de la dignité et de la reconstruction identitaire. Comme à l'accoutumée, nous sommes avec Kiki Daniel Ngendakumana. Bonsoir. Bonsoir Franck, ça va? Oui, ça va bien, merci beaucoup, bienvenue dans l'émission. Nous sommes également en compagnie de notre sage, le docteur Alphonse Elou Gambalala. Bonsoir. Bonsoir Franck, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission. Merci. Dimanche dernier, ils nous ont présenté l'introduction de ce programme. Ce fut un moment riche de réflexion et d'échange. Nous allons cette fois-ci suivre Kiki Daniel pour un rappel et pour nous dire à quoi nous attendre dans le sujet d'aujourd'hui. Kiki Daniel. Oh, merci. Aujourd'hui, c'est une deuxième émission qui s'inscrit dans la continuité directe du travail qui a été déjà entamé à travers la première série d'Akava Ziko qui a été diffusée de novembre 2024 à novembre 2025. Dans cette première phase, nous avons procédé à ce que l'on peut appeler une anamnèse, un retour approfondi sur l'histoire passée et présente du Burundi afin de comprendre l'origine de ces crises récurrentes. Cette anamnèse nous a permis d'identifier une maladie centrale, une maladie transversale, une maladie persistante que nous avons pu appeler aliénation. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de ce processus, non plus seulement comprendre la maladie, mais tenter de la traiter. Cette série intitulée Des aliénations, l'école citoyenne de la conscience critique, vise précisément à analyser les manifestations concrètes de cette maladie. Ces manifestations, nous les avons appelées des contentieux. Et avant d'aller plus loin, il est essentiel de clarifier le mot contentieux. Un contentieux, umuntu yovuga ko ari ibyo dupfa. Ce qui nous oppose, ce qui crée des tensions, ce qui crée des conflits visibles ou latents. Et tous ces contentieux ont une origine commune qui est si mentionné l'aliénation, c'est-à-dire le fait d'avoir été recréé mentalement, le fait d'avoir été redéfini de l'extérieur à travers des entités mises en concurrence. Le contentieux psychosocial identitaire est le plus profond et le plus structurant. Il est fondé sur des identités fabriquées ici de la période coloniale, notamment à travers les catégories dites Hamite et Bantu. Et à ces identités ont été accolées des caractéristiques anthropologiques, des caractéristiques morales, des caractéristiques intellectuelles produites par une anthropologie coloniale se voulant scientifique. Parmi ces figures connues, on retrouve Hans Meyer, dont les écrits ont contribué à structurer une vision hiérarchisée des populations. Ces constructions idéologiques ont engendré des comportements psychologiques et sociaux complexes
marquée par des sentiments de supériorité et d'infériorité, parfois raciaux, parfois numériques. Ils ont aussi produit des complexes vis-à-vis du colon, mais également entre nous-mêmes. Le plus grave est que ces comportements se sont normalisés avec le temps au point de devenir invisibles et donc particulièrement difficiles à déconstruire et à guérir. Aujourd'hui, ces complexes réapparaissent clairement dans des débats contemporains, et notamment autour de la question des quotas qui sont dits entre guillemets ethniques. Certains discours affirment qu'il serait impossible de donner à ce soi-disant 40% de représentation à une portion présentée comme 14% de la population. Ceci, c'est le chantage, et surtout de Pasteur Habimana, qui fut porte-parole du Parapéoto FNL. Et à 60%, une portion présentée comme 85%. Il y a d'autres qui soutiennent qu'un partage strictement égalitaire à 50-50 serait la seule notion juste. Ces positions s'opposent, ces positions s'affrontent et ces positions alimentent la polarisation. Mais la question fondamentale n'est pas celle des chiffres. La vraie question est la suivante. Comprenons-nous pourquoi des notions de majorité et de minorité nous ont été collées? Depuis quand parlons-nous de minorités identitaires au Burundi, qui a introduit ces catégories et dans quel objectif? Ces débats révèlent un contentieux profondément aliéné où la citoyenneté est remplacée par une logique arithmétique et identitaire. Et comme comme nous l'avons précisé la fois passée, comme nous l'avons précisé la fois passée, pour les groupes sanguins qui reposent sur la présence ou l'absence des antigènes A et antigènes B, les idéologies hutisanes et tutsisanes reposent sur la présence ou l'absence d'une idéologie anti-Hutu ou anti-Tutsi. Ce ne sont pas des essences culturelles, mais des constructions idéologiques. Il ne s'agit pas ici de convaincre, mais d'informer. Et chacun reste libre de choisir sa ligne idéologique. Et chaque ligne a ses repères, ses récits et ses codes. Les guerres d'appropriation autour de la langue, de l'amélioration, de l'antériorité ou de l'origine ne sont pas notre objet. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ces récits ont été fabriqués. Il est également essentiel de rappeler que les élites ont été les premières aliénées avant de devenir des relais d'influence sur les citoyens ordinaires. Et le poison idéologique n'a pas été écrit dans nos langues, mais dans d'autres langues que la nôtre, puis internalisé et diffusé. Je dirais en fait que cette série vise aussi à combattre cette idéologie génocidaire en s'attaquant à ses racines. Souvenez-vous des 3 premières phases de cette idéologie qui sont la classification, la symbolisation et la déshumanisation, qui sont précisément celles que nous analysons ici pour appliquer ce que nous appelons kurandurana n'imizi, donc comprendre les racines pour mieux déraciner. Cette émission sera développée par notre fondateur d'Itorero, Dr Alphonse Rugambarara, et sera modérée par Frank Espoir Ndizeye de Remesha Magazine. J'invite tout le monde à suivre la présentation et à participer le moment venu. En bas, je vous ai partagé certaines ressources qui retracent bien l'idéologie hamitique au Burundi, dans la région des Grands Lacs. Ceux qui auront lu quelque chose pourront nous en partager son interprétation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kiki.
Euh, Ce programme est le nôtre à tous. Il se veut un échange ouvert de réflexion, d'échange et de contribution. Chacun à son niveau a quelque chose à nous apporter à la construction de notre nation. Nous vous invitons donc à participer activement, à poser vos questions, à partager vos idées et vos expériences, car c'est ensemble, par la conscience critique et la pensée libre, que nous pouvons bâtir l'avenir que nous voulons. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter notre sage, chercheur et homme politique, ancien ministre, cofondateur de la Ligue ITK, fondateur du parti MSP Inkinzoi Jambo Barundi, ainsi que le fondateur de cette plateforme d'éducation politique, Itorero Burundi. Il s'agit du docteur Alphonse Gambarara. Il va nous faire part de ce que Itorero a prévu pour aujourd'hui. Docteur. Oui, Franck, merci beaucoup. Merci à Kiki Daniel pour sa présentation. Merci à tous ceux qui ont pu joindre notre space. Et je remercie aussi ceux qui vont venir un peu plus tard. Nous comprenons qu'il y a plusieurs spaces et d'autres émissions qui peuvent les prendre. Mais nous sommes là pour continuer notre investigation et montrer à ceux qui vont nous écouter ce que nous avons pu trouver dans nos recherches. Comme vous le savez, la première partie de Akavaziko était essentiellement consacrée à la connaissance de l'histoire de notre pays, de l'histoire de nos identités, et tout ce que nous avons pu présenter ici était divisé en trois parties. La première partie étant l'histoire précoloniale avant la colonisation, qui a été un réel accident, mais dont nous ne percevons pas encore comme il faut les conséquences. La deuxième partie, c'était la partie coloniale, qui nous a montré comment justement toutes les bases de la civilisation agro-pastorale du Burundi a été complètement chamboulée. Tous les paramètres, tout ce qui faisait vraiment l'identité du Burundi a été transformé de façon progressive pendant plus de 60 ans. Et la troisième partie, c'était la partie contemporaine, où cette fois-ci, nous avons montré comment les Barundi, en prenant l'indépendance, n'ont pas su analyser correctement l'influence qu'avait sur nos mentalités tout ce que le colon avait construit dans sa période, dans sa politique de divide et impera. Et comme je vous l'ai dit dans les questions et réponses de la première émission, il y a une phrase extrêmement importante qui devrait nous aider, qui devrait vous aider à tous à vraiment comprendre ce qu'est l'aliénation identitaire, ce qu'était la politique de divide et impera, et pourquoi elle a eu autant de conséquences sur nos mentalités. Et surtout pourquoi il est si difficile de s'en sortir après plus de 60 ans d'indépendance. La première chose que je voudrais vraiment rappeler, c'est cette phrase-là, celle de Hans Meyer, qui avait en charge la politique coloniale de l'Allemagne dès 1906, 1907, 1908, jusque pratiquement au départ des Allemands. Et cette phrase-là, je la répéterai souvent pour qu'elle entre dans nos têtes
et qu'on sache vraiment par où l'aliénation identitaire, l'aliénation culturelle, l'aliénation spirituelle et l'aliénation économique, toutes ces aliénations sont entrées dans nos têtes. Voici la phrase. Tant que les Batusi seront les maîtres du pays, un essor intellectuel et culturel du peuple barundi demeure impossible. Car ce bas niveau des Bahutus, maintenu au cours d'un isolement séculaire, assure la domination Batusi. Pour l'instant, évidemment, nous, Allemands, devrons rester en bons termes avec les Batusi et les intéresser matériellement à nos initiatives en Burundi, car nous sommes encore trop faibles pour partir en campagne ouvertement contre eux. Mais le but d'une politique coloniale à plus long terme devra être de briser la domination Batutsi, de libérer les Bahutus du joug Batutsi et de les gagner à nos visées civilisatrices qui correspondent aussi à leurs propres intérêts. Ici, je pense que c'est suffisamment clair qu'après avoir subi la résistance des Barundi de façon générale, parce que les combattants de Mwezi Gisabo, que ce soit contre les Arabes ou contre les Allemands, étaient avant tout des Barundi. Ils avaient conscience qu'ils avaient un pays, qu'ils avaient une identité. Ils ne sont pas allés dans la guerre contre ces envahisseurs en étant désunis. Et ceux que la colonisation a utilisés, c'était deux princes. Le prince Machoncho et le prince Kilima, qui tous deux, par leurs ambitions, voulaient aider les Allemands à faire tomber Mwezi Gisabo. Mais ils n'ont pas réussi. Et le peuple morundi est resté debout. Et ils ont signé un protectorat à cause de cette problématique, d'abord de diviser les chefs. Et dans la politique coloniale, l'orientation était de diviser le peuple. Dans chaque nation, dans chaque pays, il y a toujours des problèmes politiques. Et si quelqu'un veut vraiment perpétuer la division, il va accentuer ces divisions pour ses propres intérêts. Si donc nous ne sommes pas encore capables de comprendre cette ligne politique et que nous maintenons dans cette division, nous sommes tous en train d'appliquer cette politique introduite par Hans Meyer, reconduite par Pierre Hickmans et Jean-Paul Haroy pour diriger nos deux pays dans des divisions internes jusqu'aujourd'hui interminables. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du premier contentieux qui est le plus important et que malheureusement nous n'avons pas encore compris parce qu'il est dans nos têtes et que quelque part dans nos agissements nous avons banalisé cette maladie et je vais la nommer. Après l'aliénation identitaire, nous sommes entrés dans l'ethno-racisme, tout simplement.
L'ethnoracisme nous guide depuis toutes ces années dans nos comportements quotidiens, dans nos comportements sociaux, dans nos différents préjugés les uns vis-à-vis des autres. Et lorsque ça entre au niveau politique, cela amène inévitablement tous les crimes que nous avons connus depuis au Burundi 1965, au Rwanda 1959. L'ethnoracisme doit être connu, expliqué dans ses origines et dans ses manifestations. Peut-être je vais choquer certains, mais comme je le dis toujours, seule la vérité sur nous-mêmes pourra nous sauver. Si nous cachons nos blessures, si nous cachons nos comportements que nous avons banalisés, que nous prenons comme normaux, il nous sera vraiment difficile de guérir. L'aliénation est une maladie grave. Elle nous amène à l'ignorance de nous-mêmes. Et l'ignorance de nous-mêmes, c'est vraiment une malédiction. Je vais vous lire encore d'autres extraits de certains auteurs qui ont parlé de nous, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hans Meyer parle de nous dans le mauvais sens. Je vais citer une autrice qui s'appelle Odile Tobner, qui parle de l'ethnoracisme, l'ethnisme et le racisme. L'ethnisme a en commun avec le racisme qu'il est une exclusion ou une diabolisation de l'autre. Autant l'ethnisme est plus fréquemment africain parce qu'il précède la modernité, autant le racisme lié à des mesures physiques prétendument scientifiques est typiquement moderne et donc importé en Afrique où, comme toutes les maladies, il peut trouver un terrain favorable pour se développer. Ainsi, l'antagonisme entre les Hutus et les Tutsis ne doit pas relever de l'ethnisme, puisque ces populations partagent la même langue et le même territoire, mais étaient purement sociales à l'ère précoloniale. Il s'est transformé sous l'influence des idéologues de la colonisation, disciples de Gobineau, en racisme à fondement physique, stature, forme du nez. Il importe de ne pas confondre ethnisme et racisme parce que, en connaissant la genèse de ces idées, on lutte plus efficacement contre elles. Cela ne suppose aucune hiérarchisation de gravité entre l'un et l'autre, tous les deux pouvant conduire aux pires conséquences en fait de guerre et d'extermination. Et cela, nous l'avons connu et nous continuons à le connaître. Les conséquences pires en fait de guerre et d'extermination. Et en examinant donc cet écrit d'Odile Tobner, je me suis rendu compte que les historiens, les politiciens, les analystes sur le Burundi ont omis un important aspect dans la liste des contentieux interburundais. On parle du contentieux du sang, on parle du contentieux politique, on parle du contentieux de l'armée, on parle
de tous ces contentieux-là, on les connaît, on les aborde. Et dans la liste que nous avons mise des contentieux, parce que l'objectif, c'est de parler des problèmes entre nous, de comprendre d'où qu'elles viennent, ce contentieux psychosocial, l'ethno-racisme, qui occupe à lui seul plus de 60% des causes et des manifestations de nos crises répétitives. Car le subjectivisme sentimental est roi au Burundi tout au début de la crise ethnico-politique et il est encore, malheureusement. Il est donc important de comprendre que l'aliénation identitaire dans laquelle on nous a mis, puisqu'au départ, ces identités dont nous parlons aujourd'hui, quand le colon est arrivé, il a commencé à dire ce sont des races. Et puis par après, dans certains écrits, particulièrement avec l'école française, c'est là où on a commencé à utiliser le mot ethnie. Mais sur les premières cartes que nous avons eues au Burundi de la colonie, c'était le mot race. Donc il est donc important que, en tant qu'analyste, vous puissiez comprendre que chez nous, ethnie et race ont été mises ensemble. D'où mon approche pour dire l'ethno-racisme. Et malheureusement, nous n'avons pas encore compris cette aliénation qui fait de nous des ethnies et des races, parce que nous ne sommes pas des blancs et des noirs. Nous ne sommes pas des ethnies. Et en grande partie, pour répondre à ceux qui m'avaient posé la question de savoir pourquoi je veux que ces émissions, nous les faisions en français, c'est vraiment pour essayer d'éviter tout équivoque. Je me suis rendu compte que lorsque je disais que les Barundi, nous ne sommes pas des ethnies, après les émissions, il y a d'autres espèces qui s'ouvraient pour passer plus de 10 heures à m'insulter, à dire voilà, il ne veut pas reconnaître Ubwoko, il pense que l'Ubwoko n'existe pas, donc c'est un négationniste de génocide d'Ubwoko, etc. Je voudrais sincèrement ici repréciser les choses. Les ethnies, l'ethnie n'existe pas au Burundi. C'est une invention coloniale que nous avons intégrée. En tant qu'intellectuel, vous devriez vous empêcher de traduire dans votre tête ethnie et Ubwoko. Là, vous serez en train de commencer à vous désaliéner. Vous ne m'entendrez pas parler de nos identités en français. Lorsque je vais parler de Ubwoko en Kirundi, je devrais ajouter tout de suite quelque chose qui le spécifie. Comme nous ne parlons pas de l'Ubwoko, des animaux, Ubwoko bw'inka, Ubwoko bw'imbwa, Ubwoko bw'ibiterwa, nous parlons de Ubwoko bw'abantu. Ubwoko bw'abantu, c'est Ubwoko nkomoko, c'est-à-dire l'origine. La dernière fois, nous en avons parlé. Et l'origine du peuple Murundi vient d'abord de ces imiryango qu'on appelle encore Ubwoko nkomoko. Ubwoko nkomoko, ça veut dire là d'où vous venez. Et dans l'histoire de nos imiryango, de nos Ubwoko nkomoko,
Les Ngomoko, c'est-à-dire l'origine, peut venir de deux choses, principalement. La première chose, c'est l'endroit. Géographiquement, au Congo Moko, par exemple, Debahinda, du Burundi, c'est le Buhinda du Buha. Au Congo Moko, Debenengwe, c'est le Bungwe, on sait localement où ça se situe. Au Congo Moko, Devajiji, on sait où ça se situe, le long du lac Tanganyika jusqu'à Bujiji. Les Bachoubi, c'est le Bouchoubi, c'est un endroit connu avec un roi, etc. Allez maintenant nous mettre dans la tête que notre race provient de je ne sais pas où et que nous l'acceptons, nous nous aliénons nous-mêmes. Le mot Congo Moko peut aussi provenir d'un ancêtre commun, le nom d'un roi. Quand je parle des Bahinda du sud, nous pouvons remonter à Ruhinda, qui fut, ce nom-là, c'est un nom pratiquement dynastique. Ils ont régné sur Ngore, ils ont régné sur Karagwe, ils ont régné sur Ruhinda du sud. Ça, c'est le nom de leur premier roi. Il y a eu d'autres Ruhinda, comme Yanare, d'autres Nare. Mais l'ancêtre commun vous donne un nom, une région commune vous donne un nom. Il y a aussi dans l'histoire Imidiango Moko la possibilité qu'un chef ou un puissant adopte une personne et cette personne prend le nom de l'Umuliang ou de l'Ubokongo Moko de celui qui l'adopte. Ça, ce sont des choses que nous devrions connaître qui vont nous aider à progressivement nous désaliéner. L'ethnoracisme s'est donc manifesté à plusieurs reprises chez nous. Mais permettez-moi d'abord de faire encore un petit détour au niveau de la compréhension de ce qu'est l'aliénation avant de revenir sur les conséquences les plus graves sur nos mentalités de colonisés. Je vais parler de ma propre aliénation. Parce que, quoi que je dise ou quoi qu'on dise, nous avons tous été aliénés quelque part. Certes, cette prétendue civilisation qui est venue nous civiliser a apporté certaines choses qui nous permettent de développer certains aspects de nos cultures, mais en grande partie, elle a détruit essentiellement notre capacité de penser par nous-mêmes. Et je partirai de l'éducation. Comme le dit Edgar Morin, le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué. Le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause ce qu'on vous a dit. Ça veut dire l'éducation coloniale principalement, quand il est venu chez nous, ils ont apporté l'écriture, ils ont apporté tout ça. Mais l'orientation de cette éducation
n'était pas la même qu'au niveau de la métropole. Parce que cette éducation veut que vous pensiez comme eux, veut que vous soyez comme eux, mais dans l'incapacité de remettre en cause ce qu'ils vous enseignent. Même ce qu'ils vous enseignent contre vous, vous devez l'accepter. Même quand on vous apporte la foi, entre guillemets, Emera. Ne pose pas de questions. Parce que si tu poses des questions, on va dire, celui-là, il n'a pas la vocation. C'est cette éducation dans laquelle nous avons grandi. Et lorsque nous parlons d'une conscience critique, nous voudrions, dans nos enseignements à Itorero, permettre aux jeunes de demain de pouvoir penser par eux-mêmes, critiquer ce que la colonisation nous a enseigné, pour que nous-mêmes nous soyons capables de prendre ce qui est bien et de rejeter ce qui est mauvais. En connaissance de cause. Lorsque je parle de mon aliénation, je donne l'exemple de l'éducation que j'ai reçue essentiellement à l'école primaire. Je suis quelqu'un des deux mondes. Le monde burundais, l'éducation rundi, comme nous tous nous l'avons vécu, mais aussi l'éducation de l'école belge. Le primaire, je l'ai étudié, terminé en français. Et je vous assure qu'il m'a été difficile de m'adapter au secondaire dans les premières années, parce que le Kirundi parlé à la maison n'était pas vraiment le Kirundi en milieu rural, avec Imigani et tout ce qui allait avec. Heureusement que quelque part, notre père nous amenait toutes les grandes vacances chez notre grand-mère, et là nous apprenions certaines choses. Mais cela n'était pas suffisant. Je vais vous donner deux faits qui sont réellement ridicules, mais ridicules envers quelqu'un qui ne se rendait pas compte qu'il était dans une sorte d'aliénation. La première fois que nous avons été chez grand-mère avec ma petite sœur, chez nous, à Bujumbura, nous habitions avec un voisin belge, qui élevait des chevaux. Et ce sont ces animaux que ma petite sœur et moi voyons. Moi, je connaissais déjà la vache, mais ma sœur, non. Et quand elle a vu les vaches, elle est allée jouer avec d'autres enfants. Elle est venue en courant, j'étais avec mon père, elle dit « Papa, je viens de voir un cheval avec des cornes. » Bien sûr, papa l'a corrigé, mais ceci c'est pour vous montrer comment facilement on peut aller dans une aliénation, ne pas connaître des choses de votre milieu. Et quand j'étais au secondaire,
La première année, le cours de vocabulaire, c'était pour aider ceux qui ne connaissaient pas bien le français à mieux l'apprendre. Et le professeur avait fait un livre de vocabulaire où il mettait souvent entre parenthèses un mot en kirundi. Et dans mon ignorance du kirundi, il y a un mot qui m'a étonné. C'était la traduction du mot fougère. Fougère, oui, je connais, mais c'était écrit entre parenthèses. Maintenant, je peux le dire parce qu'à cette époque, on m'a corrigé. Inaretare. Et comme je ne lisais que le français, je demandais au professeur, monsieur le professeur, qu'est-ce que ça veut dire un tartare? Je sais que là où vous êtes, vous marrez. Oui, il faut se marrer parce que j'étais en pleine aliénation. Parce que le kirundi, ce n'était pas la langue que je parlais à l'école, niveau primaire. Même à la cour de récréation, là où, en milieu rural, les gens parlent entre eux en kirundi, nous, on parlait en français. Donc ça, c'est pour, quelque part, vous faire comprendre que nous n'avons pas à avoir honte de ne pas connaître ceci ou cela. Mais lorsque ça atteint un tel niveau d'extermination, jusqu'à arriver à faire du mal aux autres, je pense vraiment que ça mérite une grande attention. Ça mérite que nous comprenions dans quel état nous sommes. Ne vous offusquez pas si je nous traite de ethno-racistes. Qui vont dire, on dit, s'il vous plaît, acceptons que nous le sommes. La colonisation a donc produit des ethno-racistes que nous sommes, mais surtout dans cet ethno-racisme, comme Odile Tobner l'a dit, il s'est créé en nous des différences énormes, amplifiées par les écrits des colons et amplifiées surtout par les préjugés qui sont entrés en nous de façon progressive et aujourd'hui presque permanente. À tel point que certains pensent que c'est normal. Dans le dernier pièce, j'avais demandé une question, mais il n'est pas revenu malheureusement. Mais je le demande encore maintenant. Pour parler des préjugés, quels sont les préjugés que les Bahutus, je le mets toujours entre guillemets, ont vis-à-vis des Batutsi? Quels sont les préjugés que les Batutsi ont vis-à-vis des Bahutus? Toujours entre guillemets, s'il vous plaît. Ces préjugés, nous les avons dans notre éducation de tous les jours. Mais nous n'osons pas le dire, parce que nous les disons dans nos différents ghettos ethno-racistes, pour se moquer de tel ou tel.
C'est ça nos comportements. Mais ces comportements ou ces préjugés ont été écrits quelque part. Ils ont été écrits premièrement par Hans Meyer et tous les autres auteurs coloniaux qui sont venus après lui. Je vous recommande de lire le livre de Hans Meyer, Die Barundi, et messieurs les Hutisans, messieurs les Tutsisans, vous comprendrez que ce que vous vous dites entre vous ou contre vous a cette origine-là. C'est écrit noir sur blanc. Si vraiment nous sommes des intellectuels, pourquoi il nous est si difficile de nous en sortir? L'introduction des races puis des ethnies dans l'interprétation des identités anciennes des Barundi a modifié la perception sociale que les Barundi avaient entre eux avant la colonisation. Car l'identité première à ce temps-là, c'était l'identité commune à Barundi, avec un territoire, une langue, une culture, une spiritualité, etc. Mais aujourd'hui, l'identité à Barundi, c'est quoi? Les identités venues avec les races et les ethnies, ou plutôt les perceptions négatives, sont devenues globalisantes en termes de ethnie, race. L'Umuryango, il n'y avait pas de hiérarchie comme telle, même sur le plan politique. Les principaux Miryango étaient représentés. Et s'il vous plaît, ne les étiquetez pas comme certains historiens, comme des identités, les Miryango des Bahutu, les Miryango des Batutsi. Je suis désolé. Ce n'est pas ça. Et ce qui m'étonne encore, c'est que les historiens, que ce soit du Rwanda et du Burundi, ne se mettent pas encore ensemble pour rectifier certaines choses. Quand je vois Amoko Ngomoko dans les livres d'histoire du Rwanda, pratiquement on trouve que ces colons ont fait des enquêtes jusqu'à mettre des pourcentages des Bahutu, Batutsi, des Batwa au sein de ces Miryango Ngomoko. Et aucun Muryango Ngomoko au Rwanda n'est que Hutu, n'est que Tutsi. Mais au Burundi, c'est un peu différent. Imiryango y'Abahutu, imiryango y'Abatutsi, imiryango, etc. Pourquoi ces différences alors que, je viens de vous le dire, Muryango Ngomoko, ubwoko Ngomoko, d'où ça vient? Et ces Miryango, dans ces Miryango, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie entre eux. Qui était supérieur entre Umushubi, Umuhanza, Umwenengwe, Umubanda, dans ces temps-là? Puisque eux tous servaient une même nation, un même roi, et qu'ils avaient des responsabilités importantes. Qui était supérieur? Qui était inférieur? Et je ne comprends pas comment des intellectuels hutisans et les intellectuels tutsisans ne pensent pas à ça, mais qu'ils continuent dans ce qui nous a amené justement ces comportements psychosociaux de différenciation des complexes
il y a eu l'introduction de la hiérarchie raciale pour les 3 prétendues races, puis ethnies. L'enseignement de cette hiérarchie raciale dans les écoles coloniales, la ségrégation raciale dans les écoles et l'administration coloniale ont introduit dans la psychologie du Burundi colonisé 5 niveaux de complexes. Et malheureusement, ces complexes sont encore là. Mais ça date du moment où le colon a introduit dans ses livres cet ethno-racisme et qu'il l'a mis en pratique durant les 50 ans qu'il a géré ce pays. Je dirais c'était difficile pour les colonisés, contraints de lire et d'assimiler ce que le colon était en train de leur enseigner. Ils ne savaient pas que c'était pour les perdre. Le premier complexe de ces 5 niveaux, c'est le complexe d'infériorité vis-à-vis du maître, qu'il soit prêtre ou colon. De tous les Barundis, instruits ou non à l'école du colon, avec la mentalité du colonisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pensez tel que le colon veut que vous pensiez. Vous n'avez plus votre capacité de penser. C'est ça la mentalité du colonisé. L'éducation dans laquelle il vous met, il ne vous permet pas de le critiquer. Le deuxième complexe, c'est le complexe de supériorité raciale du Tutsi, évolué vis-à-vis du Hutu et du Mutwa par la théorie raciste et raciale hamite. Quand je dis Tutsisans, c'est ceux qui prônent qu'ils sont absolument hamites, sans même savoir d'où vient ce mot hamite. Ce complexe de supériorité raciale a produit des comportements sociaux, psychologiques, vis-à-vis de l'autre, jugé différent et inférieur. Je pense que dans certains spaces, vous l'entendez, le voyez, etc. Le troisième complexe, c'est le complexe d'infériorité raciale du Mohutu, ou celui qui se prend pour, qui se dit toujours Mohutu, évolué vis-à-vis du Mututsi, pourtant de même niveau intellectuel et économique. Même quand ils ont été à l'école, ensemble, à Astrida ou dans les séminaires, ce qu'ils apprennent chez le colon entre en eux par la théorie raciale bantou. Je vais vous lire tout à l'heure des extraits de ces caricatures de Hans Meyer. Quand je vois, après avoir connu tout ça, comment les gens continuent à marteler nous sommes hamites, nous sommes bantous, nous sommes etc., etc. Je dis, mais est-ce que vous avez lu ce que ce colon dit de vous, que vous soyez hamite, que vous soyez bantou? Essentiellement du négatif. Mais vous continuez à le marteler. Et vous entrez en contentieux à cause de ces complexes-là. Le quatrième complexe, c'est ce complexe qui vient quand le colon
Et ça, c'est depuis les années 50, 50-55, où il commence à compter la démographie des Barundi en fonction de ce qu'il a créé, en fonction des races ou des ethnies. Il amène le complexe de supériorité numérique du Mobutu vis-à-vis du Mututsi, s'il vous plaît, toujours entre guillemets. C'est une arme que le colon va utiliser à la veille de l'indépendance pour définir la démocratie nouvelle qui correspond au recensement racial et perpétuer ainsi sa politique de divide et impera pour une libération, une prétendue libération du Mobutu, du Jugu Mututsi. Je reviens à la phrase de Hans Meyer tout au début. Le but d'une politique coloniale à plus long terme. Ce long terme est arrivé en entre 1950 et 1959. Donc, ce complexe de supériorité numérique est toujours utilisé, même aujourd'hui. Et bien sûr, le corollaire, c'est le complexe d'infériorité numérique du Mututsi vis-à-vis du Mobutu. C'est-à-dire, le mot Ingwewa, vous savez d'où il vient? Qui fait naître et prospérer la peur de perdre ses privilèges octroyés par le colon et ensuite retirés par le même colon, d'être exclu de la politique ou de subir un génocide. Peur qui s'est réalisée malheureusement depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. C'est donc pour vous montrer à quel point, quelque part, en ayant accepté ces différences, en les ayant intégrées, nous sommes entrés dans ce piège des complexes. C'est ça d'où vient ce contentieux ethno-racial, ce contentieux psychosocial. Le comprendre, l'intégrer, va nous permettre de pouvoir nous en sortir, de casser progressivement ces complexes qui n'ont absolument rien de vrai, parce que ce qui est vrai d'abord, c'est notre identité au Burundi. C'est notre citoyenneté. Et la citoyenneté ne crée pas de différence. Devant la loi, il ne devrait pas y avoir 85, 15, etc. Non. Ça, c'est la création. Ça, c'est l'orientation d'une ligne de division que nous avons acceptée. Et ce qui ne serait pas temps. Il n'est pas trop tard. Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous le comprenions, que nous comprenions notre maladie et que nous décidions en âme et conscience de le guérir? Car je suis convaincu, persuadé, que si une masse critique de gens comprend cette maladie et décide d'en guérir, nous pourrons guérir notre pays, nous pourrons guérir cette région. Cela est possible. Même si aujourd'hui certains comportements nous montrent le contraire. Parfois certains se découragent. Je dis non, non, mesdames, messieurs, non. Ne vous découragez pas.
il est possible d'entamer un processus de guérison. Ce processus de guérison, c'est nous, c'est chacun d'entre vous qui doit le commencer. Avoir une conscience critique. Et là, je vais donner un exemple qui m'a aidé dans tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que si on m'avait interdit de faire ce que je vais vous dire, je ne sais pas si aujourd'hui je serais capable de parler de conscience critique. C'est encore une fois à l'école primaire du Colon. Nous étions dans le cours d'histoire. Le livre d'histoire que nous avions, je crois que je l'ai raconté, cette histoire, mais je dois encore la raconter. Le livre d'histoire, le titre, c'est « Histoire de mon pays ». Et sur la couverture, c'est un militaire romain et un militaire gaulois qui se battent. Nous les reconnaissions par la différence des casques. Et la première phrase dans le livre, c'était « Nos ancêtres les Gaulois ». Et j'ai commencé à griffonner sur le livre. Là où c'était écrit « Histoire de mon pays », je barre le « mon », je mets « de votre ». Et là, nos ancêtres les Gaulois, imaginez-vous, un enfant, un jeune Murundi, dans une classe d'Européens, nous étions avec d'autres Barundi, mais en sixième, nous étions peu nombreux, dire nos ancêtres les Gaulois, etc. Continuer la phrase. À ce moment-là, je dis, moi, je ne me sens pas être Gaulois, je suis désolé, je suis Murundi. Et je griffonne. Le professeur le voit, et je pensais qu'il allait me gronder, il dit, non, tu as raison, ce n'est pas votre histoire. Pas comme les prêtres qui vous rabrouent en disant, non, non, il faut croire, il ne faut pas poser de questions. Non, non. Et ça, je l'ai connu au séminaire, parce que j'ai étudié au petit séminaire de Cagnoche. Cette réaction, je vous assure, elle m'a sauvé parce que, et la réaction du professeur m'a sauvé. Et m'a permis d'intégrer dans ma tête que je pouvais contester ce que le professeur me donnait. Ça m'a sauvé, je vous assure. Parce que même dans les années, les écoles suivantes, j'ai toujours été comme ça. Et donc, s'il vous plaît, en particulier les jeunes qui suivent ce space, apprenez à contester ce que vous n'avez pas compris. Et c'est la seule façon que nous avons, nous, Burundais, Rwandais, Congolais, Africains, que nous avons de pouvoir reprendre notre capacité de penser par nous-mêmes. Car c'est là principalement, où nous avons été tués. J'utilise le mot tuer expressément. Nous devons renaître, s'il vous plaît, et faire renaître notre pays, faire renaître notre région, dans le bon sens, dans les bienfaits pour nos populations. Je terminerai en parlant des Hutisans et des Tutsisans. Je vais parler de quelques expériences ou quelques anecdotes que l'on peut entendre par-ci par-là. Je suis sûr et certain que vous aussi, vous en avez. Des anecdotes qui montrent ces différents comportements
qui découlent de ces 3 complexes, ou plutôt 5 complexes dont j'ai parlé. Il y a quelques jours, je chattais avec, sur X d'ailleurs, avec quelqu'un qui semble être un Rwandais d'origine Hutu. Nous avons échangé plusieurs fois, mais vers la fin, là où j'ai dit c'est très difficile de continuer, il écrit carrément, si vous ne savez pas que au Rwanda a existé la colonisation Tutsi, nous n'avons plus rien à nous dire. Cette phrase-là, nous l'avons lue avant 59. Durant toute la période où la colonisation s'est attelée, la colonisation belge s'est attelée à diviser au grand maximum ces personnes d'une même nation construite pendant des siècles, le mot colonisation a été écrit sur les pancartes qui recevaient, des gens qui recevaient la délégation de l'ONU en 1958-1959. La colonisation Tutsi. Il y a des gens qui sont convaincus 100% que c'est ça. Donc vous n'êtes pas chez vous. Il y en a d'autres dans certains spaces, ils vous diront non, c'est plutôt les personnes d'origine Hutu qui ne sont pas chez eux. Quand j'ai commencé à enseigner dans l'exil, j'ai eu 2 réactions que je voudrais partager avec vous. La première réaction, c'est une personne, vraisemblablement d'origine Tutsi, qui après les premiers cours va dire à ses amis, certains étaient déjà dans mes cours, il leur dit, ce monsieur est en train de nous apprendre qu'il faut aimer les Hutus. Ah, ça veut dire donc que vous les détestez. Tout ça, c'est lié à ça, ces comportements, ces contentieux psychosociaux, c'est là. D'abord, je n'ai jamais dit qu'il faut aimer. Dans une nation, vous ne vous aimez pas, vous ne chantez pas à l'unisson. Dans une famille, non plus. Il y a toujours des tiraillements par-ci, par-là. Mais dans un État, dans une nation, il y a la loi. Et le respect de la loi suffit largement pour protéger tout le monde. Mais ça, ce respect de la loi, c'est encore une autre éducation qui doit revenir. Parce qu'avant l'arrivée des Belges, ce respect de la loi existait. Et puis, un autre jeune, lui, qui était même du Burundi, qui me dit, après un certain temps, oui, nous avons bien entendu ce que vous nous avez dit, etc. Mais monsieur, non, vraiment, toi, on peut te croire, mais les Tutsis, ils nous ont fait tellement de mal. Eh oui. C'est tout ça, tous ces obstacles-là. Ces obstacles-là ne devraient pas nous faire peur pour dire le langage qu'il faut au Barundi, au Banyarwanda, au Banyekongo, qui sont dans cette aliénation identitaire qui a produit ces complexes-là. Une autre personne, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée quand le Palipeutu a commencé le recrutement pour la lutte armée. Un jeune garçon dont le père est
d'origine Tutsi, la mère d'origine... le père est d'origine Hutu, la mère est d'origine Tutsi. Il va dans les recrutements, mais on lui refuse. On lui refuse l'adhésion. Il dit non, non, toi, tu n'es pas mon Hutu. Et pourquoi? Les Hutus n'ont pas ce nez-là. Hein. Le garçon est parti malheureux, très fâché contre qui? Contre sa maman. Il est arrivé à la maison, il a commencé à la tabasser. Imaginez-vous ça. Pourquoi tu m'as donné ce nez? Pourquoi tu m'as donné ce nez? C'est très grave, messieurs. C'est très grave là où ces complexes dont je viens de parler, cette aliénation identitaire, jusqu'où elle nous a menés. Même maintenant jusqu'au cannibalisme. C'est grave. Mais pour moi, ce qui est encore plus grave, c'est de voir que, en tant qu'intellectuels, nous ne pouvons pas débusquer ces pièges. Nous ne pouvons pas avoir une conscience critique pour critiquer ce qu'ils nous ont mis dans la tête. Je terminerai par cette phrase de Jean-Paul Sartre. Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. Êtes-vous prêt à redevenir ce que vous étiez, ce que nos ancêtres étaient, avant que la mentalité de coloniser et donc de complexer nous envahisse et nous fasse nous détruire mutuellement? Merci. La parole est à vous. Merci pour cette première partie consacrée à la présentation de Docteur. Nous nous retrouvons dans la seconde partie pour un échange de réflexion. 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 Échange de réflexion.